Bienvenue dans Corps en Mouvement, le podcast qui parle du lien entre danse, bien-être et performance sur le long terme. Corps en Mouvement, ce sont des conversations authentiques et inspirantes de danseurs de bachata, de West Coast Swing et d'autres danses duo et aussi solo qui partageront au micro leur parcours, leurs défis et leur routine bien-être. Mais il y aura aussi des spécialistes du mouvement qui interviendront ici, comme des préparateurs physiques, des ostéos, des coachs mentaux, et qui raconteront comment ils accompagnent le danseur tout au long de sa carrière. Je suis Elisa May, danseuse, professeure de bachata et instructrice pilates certifiée. Ma mission, aider les danseurs à progresser et à s'épanouir dans leur art grâce à des sessions de pilates spécialement conçues pour eux. Alors que tu sois amoureux de danse ou simplement curieux, ce podcast est une invitation à explorer, à réfléchir et s'inspirer. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le soutenir en le likant et en le partageant à une personne qui aimerait le découvrir. Bonne écoute et bienvenue dans Corps en Mouvement. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la grande joie de recevoir Licia, une femme passionnée et passionnante dont le parcours m'inspire énormément. C'est une femme qui aborde le mouvement dans sa dimension holistique, puisqu'en plus d'exercer le métier de professeur de danse dans plusieurs studios dont celui du Conservatoire populaire de Genève, elle est aussi praticienne Reiki et Laochi, masseuse et coach en bien-être, et en fait, à travers tout ce qu'elle partage, on ressent cette envie sincère de guider les autres vers plus d'écoute, de conscience et d'amour de soi. Ensemble, on va donc parler de reconnexion à soi, de danse comme outil d'introspection, d'énergie, de spiritualité, mais aussi de repos, de self-love et de ce que signifie s'écouter vraiment dans un monde qui va parfois un petit peu trop vite. Belle écoute! Salut Licia! Salut! Très contente de t'avoir dans le podcast. On va pouvoir aborder plein de sujets passionnants avec toi. L'écoute de soi en tant que danseur, la reconnexion à soi, l'introspection, l'amour de soi, ou encore comment cultiver plus de conscience dans son quotidien. Puisque à travers ta page Instagram, puisqu'aujourd'hui quand on est à son compte, on a besoin un peu de développer sa page Instagram et c'est un peu notre carte de visite. J'ai ressenti chez toi cette envie très naturelle d'explorer ces thématiques parce que c'est ce que tu retranscris à travers cette page. Est-ce que ça te convient du coup qu'on parle de tout ça? Absolument. Ouais, oui. c'est nickel. T'as été danseuse pendant plus de 20 ans. Tu enseignes aujourd'hui au Conservatoire populaire de Genève et dans d'autres studios de Genève. Tu es en parallèle praticienne Reiki et Laochi. Tu nous expliqueras d'ailleurs ce que c'est exactement. Ouais. Tu es aussi masseuse, coach bien-être. Et finalement, ce qu'on pourrait dire, c'est que tu as une véritable approche holistique du mouvement. Et je pense que quand on est danseur, on a besoin d'aborder toute cette démarche holistique. La danse, tu l'as commencé très jeune, à Genève, avec le classique, avec les claquettes, avec la danse de caractère. Et ensuite le jazz, qui a été ta danse coup de cœur. Qu'est-ce qui t'a plu, justement, à tes débuts dans la danse ? Au tout début, ce qui me plaisait vraiment, c'était de me retrouver dans ma bulle, en fait. C'était clairement une fuite du monde. Très jeune, je me sentais pas, je vais pas dire pas à ma place, mais je me sentais pas comme les autres enfants. Pas toujours comprise, très sensible, et puis en fait la danse a été tout de suite, ça m'a fait du bien parce que j'étais dans ma bulle et j'étais coupée de tout le reste. Et ça c'était vraiment, c'est les premières sensations, voilà, d'être dans mon truc à moi, même s'il y avait d'autres élèves dans le cours bien sûr, mais c'était ma bulle. Et puis surtout le fait de m'exprimer à travers le corps, ça me faisait réellement du bien parce que j'ai jamais été à l'aise avec la parole. J'ai commencé à parler très tard. Ok. Ma mère m'a souvent raconté que j'ai pas parlé avant l'âge de 3 ans. Il pensait que j'étais muette. Ah ouais. Donc j'étais pas à l'aise avec la parole et puis donc voilà, danser, ça me faisait juste du bien. Et t'as commencé du coup très très jeune? J'ai commencé à 7 ans. Ah ok. Voilà. D'accord. Et puis aussi ce qui a fait que j'ai accroché, dans ce qui me faisait du bien, c'était au conservatoire, on avait la chance d'être accompagné par un pianiste. Donc le rapport à la musique, en fait, le piano, la musique, ça c'est ce qui faisait aussi que je m'évadais. C'était pas juste quelque chose de physique, il y avait cette dimension avec la musique qui m'a tout de suite touchée et qui faisait que ça m'emmenait en fait. Et
avec le recul, je me rends compte que c'était une première forme de méditation finalement, en fait. Du coup, tu étais au Conservatoire de Genève, c'est ça? Oui. Dès 7 ans. Et avant 7 ans, t'avais eu une approche quand même avec le mouvement ou c'était... Absolument pas. Ok. Écoute, ma mère, je me souviens qu'un jour, ma maman m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire. Et j'ai dit la danse, mais je serais incapable de te dire pourquoi. J'ai pas du tout, j'ai pas vu un film ou un ballet où je me suis dit je veux faire ça. J'ai dit vraiment la danse, mais comme sortie de nulle part, quoi. Ouais. Est-ce que t'avais des copines qui en faisaient? Pas du tout. Non, j'avais dit la danse ou le patinage artistique, je crois. Ok, mais ouais, quelque chose d'artistique, dans tous les cas. Mais j'ai pas souvenir de quelque chose qui m'ait donné envie de le faire, en fait. J'ai dit la danse, bim. Ouais. J'ai plus jamais décroché. Et tu n'avais pas dit forcément quel type de danse? Non, alors elle m'a inscrit au conservatoire de musique, on démarre avec la danse classique. Et d'où le fait que, donc c'est ça aussi, c'est que j'ai tout de suite aimé la danse classique, mais après la danse jazz, quand j'ai découvert plus tard, je me suis dit, ça c'est moi. Et pourquoi le jazz, justement? Qu'est-ce que j'aimais? Ouais, qu'est-ce que tu as aimé dans le jazz, en fait, au moment où tu l'as découvert? La musique, le rythme, le fait qu'il y ait différentes couleurs, si je peux dire. Que à la fois ça pouvait être très fun, très rythmé, très joyeux. À la fois il pouvait y avoir ce côté blues, adagio un peu. Et puis la gestuelle, en fait c'est comme du coup le fait d'avoir une base classique forte, évidemment ça m'a aidée. Mais je me disais, mais c'est ça en fait c'était comme si j'adorais le classique, et puis quand j'ai découvert le jazz, je me suis dit, mais oui, en fait la vie c'est plutôt ça pour moi. Ça représente davantage la palette de couleurs de la vie, et ça me représente plus. C'est vrai que c'est plus diversifié et qu'on a besoin de ces bases en danse classique. Alors qu'en classique, attention, il n'y a pas que de la musique lyrique et de l'adage, hein, je veux dire. Mais bon, quand on commence quand même, un peu. Un peu. Et du coup, entre vraiment ta naissance et 7 ans, qu'est-ce qui s'est passé en termes d'activité? Est-ce que tu as touché à des activités physiques? Absolument pas, rien. Ok. Non, pas d'activité physique, la gym à l'école, mais j'avais rien, je viens pas d'une famille d'artistes du tout, donc non, rien qui ait pu me prédisposer à arriver comme ça dans la danse, en fait. Et avec tout ton parcours justement dans la danse, et ensuite plus tard, quand tu auras des expériences professionnelles artistiques, comment tu as construit cette connexion à ton corps? Ça c'est vraiment c'est progressivement, je dirais, à travers les expériences. J'ai toujours été quelqu'un qui a pris soin de moi, ou en tout cas qui pensait prendre soin de moi. Oui, parce qu'au début on n'a pas un manuel qui nous explique comment faire. Pas du tout. Et puis en tant que danseur, clairement on nous apprend pas la préparation, la récupération, je veux dire, on parle jamais de ça. On est tout le temps en train d'endurer. Je sais qu'en classique typiquement, les pointes, c'est le premier souvenir que j'ai de souffrance à pas pouvoir exprimer, et pourtant on y retourne. Mais t'en as fait beaucoup de la danse classique? J'ai fait beaucoup. J'ai eu une bonne base au conservatoire, on a une bonne base classique, et puis quand je suis sortie du conservatoire j'en ai continué encore. Mais donc on nous apprend pas ça, et puis surtout avec le nombre d'heures qu'on enchaîne après qu'on commence à être semi-pro, on se demande pas si on se tâte pas quoi pour se dire ok, est-ce que ça va ou pas. On est plutôt toujours à foncer. On va quand même on pousse les limites de notre corps, enfin ça fait partie aussi de notre discipline d'aller chercher ces limites là. Donc je pense que les blessures elles sont un peu inévitables. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas un discours derrière de ce qu'on peut faire en préparation et en prévention. Puis c'est là où j'ai envie d'intervenir aujourd'hui à travers mes différentes méthodes. Mais donc ça m'a manqué. Mais par contre, j'ai toujours pris soin de moi. Donc très vite, déjà enfant, je me faisais masser, je réclamais les massages. Quand je suis arrivée à Paris, je me suis retrouvée toute seule là-bas. Le massage, ça faisait partie de ma routine. C'était mon premier...
gestes bien-être en dehors de la danse. Automassage ou vraiment massage? Alors, massage et automassage. Ouais. Enfin, je me massais toute seule, mais j'avais le plaisir d'aller me faire masser tout le temps. Et puis je dirais que c'est à force de blessures et de problèmes de santé, aussi souvent d'avoir fait beaucoup confiance aux médecins, et puis de finalement m'être rendu compte que les médicaments, ça se peut soulager, mais ça ne soigne pas, ça ne prévient pas. Et j'avais envie d'être en bonne santé, pas juste physiquement, mais sous différents aspects aussi. Santé mentale, santé énergétique. Maintenant j'en ai conscience, mais à l'époque, plus jeune, j'ai pas du tout conscience de cet aspect-là. Donc c'est je dirais à travers mon parcours, mes blessures qui ont fait que j'ai eu envie j'ai cherché en fait, j'ai cherché mes réponses moi-même. Mais t'as reçu une éducation justement sur comment prendre soin de soi, mais sans aller directement dans un premier temps à la médication? Je sais pas si on dit comme ça d'ailleurs. Non. Pas du tout. Non, ouais. En fait, tout clairement, je dirais que toutes les réponses, je les ai eues par moi-même, par mes recherches. J'ai personne... je me souviens, le premier rendez-vous qui m'a un petit peu fait tilter sur cet aspect énergétique, c'est que enfant, je commençais à avoir un peu des démangeaisons sur le bras, je me souviens, et ma mère m'a envoyée chez un homéopathe. Ok, ouais. Et donc, c'était le premier médecin qui commençait à me poser des questions pas conventionnelles. Ouais, ok. Ouais. Tout un tas de questions. Au début, je me disais, tiens, mais un médecin traditionnel ne pose pas toutes ces questions-là. Sur l'hygiène de vie, certainement. Oui, sur des aspects de mon caractère, des choses que j'aime, des choses que j'aime pas, ce que je mange, etc. Et puis, et après, je repars avec ces petites granules. Et il m'explique qu'on soigne le mal par le mal. Et je me rends compte que je suis ultra réceptive. Donc en fait je comprends pas tout à fait le principe encore de l'homéopathie à ce moment-là, mais je me dis waouh, ça m'intéresse en fait. C'est différent de ce que j'ai pu avoir jusqu'à présent. C'est différent et ça fonctionne. Et ça fonctionne sans effet secondaire. Et puis ça m'a interpellée en fait. Et je me suis dit ok, il y a un aspect de la santé que on m'a pas encore présenté et que j'aimerais explorer m'intéresse et que j'ai envie d'explorer. Mais ça, c'était à quel âge du coup? J'avais 11-12 ans. Ouais, t'es super jeune. Tu m'as parlé de blessures, que tu en avais eu quelques-unes. Quelles leçons justement tu as tirées de ces blessures et comment cette écoute de toi s'est développée au fur et à mesure? Alors des blessures, j'en ai des assez importantes. J'ai eu ma première fissure de fatigue du tibia à 12 ans. Parce que je prépare un concours classique, donc je suis sur pointe, je suis épuisée, voilà. Je me suis fracturé une vertèbre, une cervicale sur un stage de danse en comédie musicale, enfin bref. Mais encore une fois, à cet âge-là, je subis. Pour un danseur, à chaque fois qu'il y a une blessure, c'est le drame. Oui. C'est la vie qui s'arrête. Enfin, moi, à chaque fois, je fondais en larmes. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais devenir? Et à cette époque-là, je sais que quand j'étais blessée, j'assistais à tous les cours. Ça, c'est pas ma mère qui me le demandait. Mais pour moi, je pouvais pas... ça me manquait tellement. Je me disais tellement, mais qu'est-ce que je vais faire? Et je veux rien louper. Je me disais, je vais louper des... T'avais peur d'être en retard? Enfin, de te mettre en retard? Ah ouais, clairement. Donc, j'allais assister à tous les cours. Bref, et puis, mais voilà, encore une fois, à cette époque-là, je subissais les blessures. C'est vraiment beaucoup plus tard, quand j'ai rencontré une thérapeute énergétique, que j'ai commencé à comprendre le lien entre les émotions et la blessure. C'est à partir de là que, je dirais, j'ai pris conscience que peut-être on pouvait prévenir les blessures. Alors oui, par une préparation physique, adaptée. Évidemment, bien sûr, il y a la préparation physique, mais que le corps, il parle, en fait. Et ça, je l'ai découvert assez tardivement, quand même. Donc, jusque-là, j'ai toujours subi mes blessures. Je faisais en sorte de m'en remettre vite, mais j'avais pas conscience. En tout cas, j'écoutais pas. C'était bim, ça tombait. C'était comme une punition. Je pouvais plus danser. Après, je pouvais redanser, youpi. Mais par contre, j'avais
pas conscience de qu'est-ce que cette blessure venait me dire, voilà, de quelle manière j'avais poussé trop loin le corps, et puis encore une fois, quel était le message du corps, en fait, de mon corps. Mais est-ce que t'as l'impression, maintenant que aussi tu es enseignante, le danseur a tendance à se malmener, comme on dit. Est-ce que tu crois que le danseur, mine de rien, a une plus grande sensibilité que les autres humains et que peut-être qu'il est, même si on le malmène, finalement à un moment donné on va commencer à l'écouter, on va ressentir beaucoup les choses, il y a beaucoup de choses qui vont se passer à l'intérieur de nous. Bah, c'est sûr qu'on ressent notre corps plus facilement qu'une personne lambda. Intensément, certainement. Et intensément. Mais par contre, est-ce qu'on l'écoute? Absolument pas. Ouais. Je veux dire que j'ai des danseurs qui viennent se faire masser. Ils sont pas... absolument pas à l'écoute. Ou alors, s'ils sont blessés ou fatigués, bah, en fait... Je dirais c'est légitime aussi. Moi, j'ai fait ça. Je veux dire, on pousse à tant qu'à un moment donné, ça lâche. Je crois qu'on est aussi obligé de tester. On est obligé. Oui, je pense qu'on est obligé de passer par là avant de commencer à se poser les questions. Parce que sinon, ça reste de la théorie. C'est bien de recevoir des conseils, mais c'est un peu comme les parents avec les enfants. On va dire, fais pas ci, fais pas ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça, mais ça reste de la théorie. Donc, il faut passer par l'expérience, et puis de nos expériences, on décide que, ok, bah, peut-être que la prochaine fois, on va mettre en place quelque chose pour que ça n'arrive pas. Mais je pense que c'est assez légitime de pousser aussi, parce qu'on n'a pas tous les mêmes limites. Donc on n'est pas tous faits de la même manière. On a des muscles ou des os qui vont être plus sensibles physiquement, mentalement, on a, je veux dire, et on ne connaît pas nos limites. C'est vrai. Donc finalement, c'est en expérimentant jusqu'où on peut pousser qu'on apprend à se connaître. Totalement. Si on fait le lien justement avec les danseurs que tu accompagnes, donc comme on l'a dit, tu enseignes dans plusieurs studios, notamment le Conservatoire populaire de Genève, où tu encadres des jeunes danseurs tout petits jusqu'à plus grands. Qu'est-ce que tu aimes transmettre justement à tes jeunes danseurs par rapport à ça, par rapport à cette écoute? Est-ce que tu abordes le cours de danse classique par exemple différemment qu'un professeur je pense notamment aux professeurs un peu plus conventionnels, plus classiques en fait dans leur approche. Comment tu abordes tes cours? Sans parler du cours que tu as créé, et on y reviendra à celui-ci. Alors ça mais c'est vraiment intéressant. Le cours de danse classique, le cours de danse, le cours de jazz. Alors le classique cette année je l'enseigne pas, j'enseigne j'ai les pré-ballets, ça veut dire jusqu'aux 6 ans. Et après j'enseigne le modern jazz. Mais ce qui est intéressant, c'est comment ma pratique personnelle, massage, etc., influence mon enseignement. C'est que j'en viens à vouloir aborder des sujets, évidemment, comme principalement la respiration. Aussi, je leur donne des conseils sur comment se préparer, comment récupérer. En fait, j'aborde des choses que... c'est pas que je suis pas censée, mais... C'est pas que je suis pas censée aborder, mais c'est pas ton rôle. Aujourd'hui, en tout cas, moi, de plus en plus. Moi, c'est pas des choses que j'entendais de la part de mes professeurs, mais aujourd'hui, je prends ce temps-là avec mes élèves, et d'autant plus avec la filière pré-pro que j'ai au conservatoire, où c'est les élèves du dernier niveau. Je prends le temps de leur parler de leur bien-être, de qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place, des petits outils faciles. Et donc ça influence mon enseignement, mais c'est des petites parenthèses, parce que elles sont là pour un cours de danse, bien sûr, mais je dirais aussi sur l'intention de ton cours est différente. Oui, l'intention du cours, et puis finalement des fois j'en viens à des questionnements tout bêtes comme est-ce que vous avez envie d'être là, est-ce que vous êtes heureux d'être là, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là. C'est intéressant qu'on ne nous pose pas. Moi, dans mon parcours, jamais on m'a posé cette question-là. Et certainement que tu dois être finalement comme un guide ou même un intermédiaire. Si par exemple tu décèles quelque chose chez une danseuse, peut-être qu'après tu vas pouvoir l'aiguiller aussi en lui disant peut-être que ça pourrait être intéressant là d'aller tester cette approche-là, parce que tu as peut-être besoin de prendre du recul sur ta pratique, ou je sais pas, mais tu sens des choses qui sont différentes des autres professeurs plus classiques peut-être.
Je prends le temps. Ouais. En fait, je prends le temps de parler. Ouais, je prends le temps de parler. Ça veut dire qu'il y a ce que j'amène au niveau technique, il y a ma pédagogie, mais je m'accorde aujourd'hui, que ce soit en début de cours ou en fin de cours, de m'asseoir et leur parler et de sortir un petit peu de juste le contenu du cours, mais de parler de leur implication avant, après un spectacle, comment gérer ça, leur poser des questions sur... Oui, en fait, m'asseoir et leur parler. Ouais. Voilà, aujourd'hui, je m'accorde ça. Je me dis pas, c'est pas le moment de faire ça. Alors, je fais pas ça pendant 1h30 de cours, bien sûr, mais par contre, je prends le temps. Ouais. Ils sont réceptifs où il y a ça prend le temps de... il faut accepter qu'ils sont jeunes et que chacun comprend ce qu'il peut comprendre à ce moment-là. Donc je dirais pas ils sont réceptifs ou pas réceptifs, c'est qu'ils vont comprendre ce qu'ils sont capables de comprendre de leur jeune âge. Et voilà, si ça peut... c'est l'idée de planter une petite graine de conscience et puis après laisser à chacun le temps de faire germer ça. C'est exactement l'image que j'allais donner aussi. Ok. En début d'enregistrement, on a parlé de la connexion à ton corps. Si on parle maintenant de la connexion avec son partenaire, puisque dans ce que tu me disais en off, en amont de l'enregistrement, tu m'as dit que tu avais été repérée pour justement faire de la danse duo. Comment elle s'est passée, cette connexion avec un partenaire de danse? Et si tu veux nous parler justement de cette expérience. Oui, je me suis lancée complètement par hasard, si on peut parler de hasard, dans la compétition en danse américaine, danse sportive latine-américaine. Alors quand on parle de connexion de danse en couple, c'est vraiment une technique de connexion qui diffère vraiment des pas de deux qu'on peut faire en classique ou en contemporain ou en jazz. C'est une vraie technique à part entière de système de pousse et tire qui permet alors j'allais dire aux danseurs, mais aujourd'hui on parle plutôt de guideurs et de followers. C'est une vraie technique de guider l'autre à travers le système de tire-pousse. Donc je sais pas si ça répond dans ce sens-là à ta question. Ça c'était une vraie découverte au fait de connexion et qui a changé aussi ma manière d'aborder après le pas de deux dans les autres danses, parce que je me suis dit il y a quand même quelque chose à utiliser là-dedans. Nous on l'abordons autrement, on n'a pas ce système de connexion là, parce que c'est chorégraphié en fait. C'est ça qui change tout. C'est le fait que dans ces danses là on est dans l'improvisation, alors que dans les pas de deux c'est toujours chorégraphié. Donc chacun sait exactement ce qu'il fait et il place son corps où il faut, place sa main où il faut pour que ça tienne, alors que dans les danses en couple il y a cette part d'improvisation. Et j'ai adoré découvrir ça. Ça m'a amené une autre dimension à la danse. C'est ce qui a fait, je crois, que j'ai particulièrement aimé la danse à deux, et que moi qui n'étais pas à l'aise avec l'improvisation solo, et l'improvisation à deux m'a amené de la confiance pour mon improvisation solo en fait. Est-ce que c'est parce que aussi il y a alors c'est pas ce que je veux dire, mais on se repose un peu dans les mains de notre leader. Est-ce qu'il y avait le fait de laisser aussi l'autre gérer de laisser l'autre mener la danse finalement, qui t'a plu? Moi je sens pas comme il y en a un qui repose sur l'autre. Je suis d'accord. Je sens comme on a vraiment chacun notre rôle, mais par contre c'est tellement agréable de se sentir guidé. Mais par contre moi j'ai mon rôle. Je suis guidée, mais du coup qu'est-ce que je fais en tant que danseuse? Comment je viens nourrir ma danse? Je suis guidée certes, mais j'ai mon rôle à part entière. Donc, mais je vois ce que tu veux dire dans le sens se reposer, c'est hyper agréable. C'est hyper agréable. C'est agréable, et puis on partage la danse. On réfléchit pas. C'est se lâcher prise. C'est un vrai lâcher prise au fait. Ça demande de se laisser mutuellement avoir de la confiance l'un vers l'autre. Et même la gestuelle aussi. Si on parle de la gestuelle de la danse, les danses que tu as faites sont totalement différentes de celles que tu as pu faire auparavant. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette gestuelle-là, justement? Dans cette manière d'aborder le mouvement?
Ouf, alors aborder le mouvement, c'est vrai que les danses latino-américaines, c'est techniquement, au niveau du corps, c'est complètement différent. Et typiquement, quand j'ai abordé la technique des danses latino-américaines, je me suis dit, mais on nous demande de la rapidité, de l'ancrage, mais on permet au corps de le faire. Et aujourd'hui, par exemple, dans ma danse, dans mes cours de modern jazz, ma danse, techniquement, il y a des choses qui sont complètement inspirées parce que on permet, en danse jazz, on nous dit soit dans le sol, soit rapide, mais je trouve que finalement, en danse latino-américaine, physiquement et techniquement, on nous amène la possibilité de l'être. Au niveau des oppositions avec le bas du corps, le haut du corps, on appelle ça centre 1, centre 2. Alors que le placement en modern jazz, il est complètement différent, ou en classique. Et puis, voilà, on te dit, encore une fois, soit ancré, soit rapide. Je trouve que la technique en danse en couple, en tout cas en latine-américaine, permet plus d'efficacité sur certains aspects. Et donc, c'est quelque chose qui a nourri aussi ma danse aujourd'hui. Tu parles de centre 1, centre 2. Tu peux développer? C'est quelque chose centre que je 1, connais c'est pas. le bassin. Et voilà. Centre 2, c'est le haut du corps. Donc, on dissocie. Par exemple, parfois, tu peux tourner, tu peux avoir des mouvements où c'est le centre 1, c'est le bas du corps qui engage le mouvement et le haut du corps suit. Donc, on a vraiment une dissociation du bas et du haut. Et à l'inverse, parfois, ça peut être le haut et le bas qui vient après. Alors que globalement en classique ou en jazz, on parle du centre et c'est le centre, on le visualise dans le ventre, et puis après le buste. Alors attention, en jazz on a des torsions, etc. Mais il n'y a pas cette même dissociation qui amène la vitesse, qui amène je pense à la rumba. À la par rumba, exemple, pour la rumba, on peut parler de ça. Il y a d'autres danses aussi où tu as parlé de centre 1, centre 2. Enfin, c'est une généralité. Toutes les danses, un peu moins dans le passo doble, parce que le passo doble, c'est une danse d'attitude. Mais la samba, le cha-cha, le jive et la rumba, c'est vraiment cette technique-là. Et ça, c'est à Paris, du coup, que tu as développé tout ce style-là de danse? C'est en partant de Genève jusqu'à Paris pour te former aux danses standards. Tu veux en parler un petit peu? De ce parcours-là, c'est arrivé, alors ça a été, en fait, pour moi, ce qui était intéressant dans cette expérience-là, c'était pas la compétition, parce que la compétition, c'est un concept que j'ai du mal à comprendre. Je n'encourage pas la compétition dans quelconque domaine que ce soit, et encore moins quand il s'agit de la danse, et encore moins quand il s'agit de l'art. Je me suis engagée dans cette histoire-là, clairement, dans cette aventure, parce que Charlie Moser, le coach qui m'a repérée, avait une compagnie de danse. Et en France, ça n'existe pratiquement pas des compagnies de danse en deux. En fait, quand on fait de la danse en deux, on la danse en compétition. On est dans le circuit de la compétition. Voilà. Donc Charlie Moser, ils étaient deux, il y a un autre chorégraphe dans le sud aussi. Et lui, donc ça m'intéressait parce qu'il avait cette compagnie, et moi je visais je visais surtout de bosser avec lui dans la compagnie. Après, je dirais que la compétition, c'était la carotte, c'est ce qui, voilà, c'était le challenge. Je te forme pour la compétition, mais moi, clairement, ce qui m'intéressait, c'était faire la scène avec lui, avec sa compagnie, parce que il se nourrissait, c'était de la danse en couple, mais il se nourrissait justement d'autres choses. Il nourrissait cette danse qui est très formatée. Il la nourrissait d'autres choses. Il la déconstruisait? Il la déconstruisait totalement. Et puis il la nourrissait autrement. Et moi qui venais du modern jazz, il se nourrissait de ce que moi je pouvais apporter. Donc c'était ça, moi, qui m'attirait. Et tu étais la seule justement qui venait du monde de la danse solo? Alors moi, quand j'ai débarqué dans sa compagnie à l'époque, il y a quelques noms que vous allez reconnaître. Il y avait Fauve et Maxime qui sont dans l'émission Danse avec les stars aujourd'hui. Donc moi, quand je suis arrivée là-dedans, eux étaient dans ce club, dans cette compagnie-là. Et déjà dans le circuit compétitif. Et dans le circuit de la compétition, et je les regardais, c'était des références, quoi. Donc je me suis retrouvée à danser à Bercy avec eux, avec pas du tout le même bagage d'expérience, évidemment. Mais
Donc quand je suis arrivée, il y avait ces danseurs-là, qui étaient des références, mais qui venaient typiquement de la danse en couple, qui n'avaient pas abordé d'autres danses. Et puis, il avait dans sa compagnie des danseurs de boogie-woogie. Donc eux, c'était... Voilà, mais ça restait la danse en couple. Bien sûr. Et puis, quand il a rencontré Eric Adams, qui était... donc avec qui j'ai dansé dans la compagnie à Paris, et qui était... ils se sont rencontrés par le biais de l'émission du Dancing Show. Et bien, il a commencé à s'intéresser... Enfin, il est venu découvrir un petit peu ce qu'on faisait. Et puis, il a formé, à partir du moment où je suis rentrée dans sa compagnie, les années qui ont suivi, il a pris 2-3 autres danseurs qui venions de cette discipline. Et donc, il a nourri justement il s'est inspiré de ce que nous, on pouvait apporter, quoi. Mais je trouve que c'est quelque chose qui se fait pas forcément dans la danse duo, bien que là, on en a un exemple. Mais dans plein de compagnies de danse solo, souvent le chorégraphe va quand même s'il a sa ligne directrice, il sait là où il veut aller, il va quand même se nourrir du corps du danseur, comment le danseur agit et construit avec justement ces capacités-là. Oui, mais on a une technique en commun. On part d'une même discipline. Même si, oui, on peut s'inspirer du danseur et de sa proposition, mais on part d'une même discipline technique. Alors que lui, il avait cette intelligence de se nourrir vraiment de ce que lui ne faisait pas. Il me disait, fais-moi une proposition. Ah bah, ok, bah tout le monde fait ça. Génial. Donc, ça, pour un danseur, c'est génial. Ah ouais. C'était un peu précurseur ou pas? Enfin, c'est... Oui, c'est précurseur. Enfin, je pense pas que ce soit le premier à avoir fait ça, mais en tout cas, dans la danse en couple, il fait partie des rares qui ont fait ça, oui. Ok, et aujourd'hui, cette compagnie, elle existe toujours? Non, elle n'existe plus aujourd'hui. L'école, le Feeling Dance existe toujours, mais lui n'enseigne plus. À Pantin, exactement. Mais lui n'enseigne plus. Ok. Mais il y a toujours les compétiteurs qui sont là. Bien sûr, si on parle un peu du Reiki et du Laoshi, en discutant avec toi en amont de l'enregistrement, j'ai remarqué que c'est au gré de tes rencontres que tu es venue à découvrir ces techniques-là, et que quand tu les découvres, enfin c'est ce que j'ai ressenti, mais quand tu les découvres, tu as un tel feeling que tu as envie d'aller les explorer plus profondément et à ensuite toi-même les transmettre. C'est ça. Déjà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu les découvres, ce que c'est réellement le Reiki et le Laoshi, et comment es-tu venue finalement à pratiquer, toi, ces disciplines, et comment ensuite tu les as transmises? Alors, déjà pour que tout le monde comprenne qu'est-ce que le Reiki et le Laoshi, c'est des méthodes de soins énergétiques par imposition des mains. Donc, ça veut dire qu'on travaille sur les corps subtils. Donc les corps subtils, c'est les enveloppes d'énergie qui recouvrent et entourent le corps physique. Et donc le donneur, on pose les mains sur différentes parties du corps. Dans ces pratiques-là, le point commun, c'est que le donneur, il est un canal entre le receveur et la source ou l'énergie cosmique, ou peu importe comment on l'appelle. Tu l'appelles. On est un canal. Alors que quand on parle de magnétisme, c'est la propre énergie du donneur. Ok, Voilà. Si quelqu'un fait du magnétisme, c'est l'énergie, c'est son énergie qui vient transmettre que le receveur reçoit. Moi, c'est les rencontres. C'est les gens que j'ai rencontrés qui ont fait que je me suis plongée là-dedans. D'abord, par le biais d'une amie à ma sœur, j'ai commencé à faire des soins avec elle. Et en fait, tout de suite, ça m'a fascinée parce que c'est de l'ordre du ressenti. Je veux dire, en fait, on te touche pas, et puis il se passe quelque chose. Et il se passe encore plus que quand on te touche. C'est ouf. Et en fait, moi, j'ai été très réceptive à ça. Et surtout, ça m'a fascinée, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Oui, qu'est-ce qu'elle fait et comment ça marche? Elle travaille sur moi à distance. Au début, je comprends pas. Et après, je sais juste que ça marche. Donc, je veux... Non seulement ça m'intrigue, mais je veux pouvoir le faire. En fait, c'est comme les massages. C'est quand j'allais me faire masser, j'ai toujours eu ce truc de me dire...
c'est cool de se faire masser, mais en fait, j'ai envie de savoir masser. Et quand je reçois mes premiers soins, comme ça, énergétiques, où je sais absolument pas ce qu'on est en train de me faire, et ben tout de suite, je me dis, j'ai envie de pouvoir faire ça. C'est vraiment comme si ça vient réveiller quelque chose qui est déjà à l'intérieur de moi. Que tu pourrais juste vouloir le comprendre pour toi. Oui. Mais en fait, non, t'as envie de le comprendre, oui, mais de le transmettre après. Le comprendre pour d'abord comment dire, pour déjà le pratiquer sur moi-même. En fait, pour moi, toute démarche, dans tout mon parcours, à chaque fois, j'expérimente sur moi. Ma première curiosité, c'est d'aller me guérir, en fait. J'ai compris que quelqu'un peut me le faire. Est-ce que moi, je suis capable de me le faire? Parce que c'est là où ça devient intéressant. C'est heureusement qu'on peut demander de l'aide et qu'on peut faire à un moment donné appel à des thérapeutes dans différents domaines. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'a très vite intéressée, c'est de me dire dans quelle mesure je suis capable de me faire ce soin-là pour moi-même, de me gérer moi-même. Et la différence entre le Reiki et le Lao-Chi, c'est quoi? Le Reiki, je trouve, c'est assez connu aujourd'hui. Oui. Le Lao-Chi? Oui, le Reiki, on entend beaucoup parler du Reiki, le Lao-Chi, moi, c'est au niveau de c'est les symboles qui vont changer, mais la méthode reste la même. C'est toujours des impositions de main, mais c'est au niveau des symboliques que ça va changer. Mais donc, voilà, donc je reçois ces soins, j'ai très vite envie de comprendre qu'est-ce qui se passe, donc moi-même je vais me renseigner, c'est là où je commence à découvrir la physique quantique. Je commence à comprendre comment les soins à distance fonctionnent, comment c'est possible. Et puis j'ai encore une fois assez tardivement eu la possibilité de me former à ces techniques-là. C'est assez récent, c'est quand je suis revenue à Genève il y a 7 ans en arrière maintenant. C'est par le biais de Sylvie Gratton qui m'a formée, avec qui j'ai commencé à me former pour le massage, qui propose ces formations. Enfin, elle en l'occurrence, elle propose les formations Lao-Chi, où je me suis dit voilà, je veux découvrir ça. Et puis et en Reiki c'est pareil, quand on apprend ces méthodes là, on commence toujours par un auto-traitement. Faut d'abord l'expérimenter sur soi pour ensuite pouvoir donner un soin. Et puis en fait quand en tout cas moi, ma démarche c'est que j'essaye des choses, je vois que ça marche, et puis après, l'étape d'après c'est de vouloir transmettre. Il y a quelque chose qui est un ordre assez naturel par rapport à ça, de dire j'ai envie de donner ces outils là à d'autres, en fait. Quand je vois la puissance de ces outils simples finalement, et en fait j'ai envie que les gens sachent, connaissent et puissent à part que ce soit fascinant, mais du coup puissent découvrir ça pour prendre soin d'eux, prendre soin de leur santé et pas dépendre d'un médecin, de médicaments, d'effets secondaires et tout ça. Mais tu dis que c'est simple, mais pour autant il n'y a pas tout le monde, j'ai l'impression, qui est réceptif, non? En tout cas il y a de la réticence peut-être au début. Comment toi tu le vois la justement? La réticence, c'est la peur, c'est l'inconnu. Mais est-ce que tout le monde est tout le monde a cette sensibilité d'accueillir ce type de soins, ou alors tout le monde vont avoir une opacité, je sais pas, un voile qui va être... On est des êtres d'énergie. Avant d'être des corps physiques, on est de l'énergie, et puis l'énergie devient matière. Donc ces pratiques-là, tout le monde peut le faire. Maintenant, il y a des prédispositions. Comme en danse, comme en chant, et on peut tous chanter, on peut tous danser, mais clairement, pas forcément bien, t'en as qui se débrouillent mieux que d'autres, mais on peut tous le faire, ouais. puisque on a tous cette énergie qui circule en nous. Voilà. Maintenant, la réceptivité, c'est pareil. On peut, par exemple, moi, j'étais pas consciente de ce qui se passait. Par contre, j'étais réceptive. Et puis finalement, les gens qui sont pas réceptifs, c'est juste des boucliers qui se sont mis eux-mêmes. Et ce qui est puissant dans ces méthodes-là, c'est qu'on peut faire sauter ces boucliers. Alors peut-être ça va prendre plus de temps, mais ça va sauter à un moment donné. Mais pourquoi ils sont là, ces boucliers? C'est des protections. Des protections de
Est-ce que c'est leur vie, leur Bien parcours sûr. qui font qu'ils Mais se sont oui. créés ces... Les blessures, hein. Ouais. Les blessures, les mauvaises expériences, les traumas, Ouais. tout ça, c'est des couches d'armure que on a tous, hein. Mais je veux dire, même moi, si je suis là-dedans, j'ai encore mes propres couches de protection. Donc oui, c'est nos vies, c'est notre vie, nos traumas qui viennent bloquer. Mais par contre, c'est intéressant, voilà, de se dire qu'on peut débloquer ça. Complètement. Ces pratiques-là, justement, comment elles sont venues influencer ton rapport, justement, après à la danse? Est-ce que t'as remarqué pas un changement, mais une évolution dans ta pratique de la danse? Ou est-ce que tu fais la distinction entre ces deux choses? Je dirais que ça n'influence pas directement mon mouvement, mais ça remet en question... En fait, je dirais que tout est une question de conscience et d'intention. Ouais. En fait, ces pratiques-là, elles me font prendre conscience de l'importance et de la puissance d'une intention. Donc, en dansant, bien sûr que il y a ce qu'on est capable de faire techniquement, mais il y a l'intention qu'on y met derrière. Ouais. Et l'intention, ça devient notre interprétation en tant que danseur. Ouais. Donc, si on part avec une certaine intention, la forme va devenir plus juste, entre guillemets. Est-ce que tu penses que ça donne... ça aide à gagner en présence, en prestance sur scène? Le fait d'avoir une intention, le fait de... En fait, ça aide à s'autogérer. D'être plus vivant, tu sais. Oui. En fait, ça permet de mieux se canaliser soi-même à partir du moment où tu te rends compte que tu reprends possession de ton corps, et ben tu gagnes en confiance et donc tu te rayonnes sens, plus, tu certainement. rayonnes. Voilà, moi je sais que chaque fois que j'allais sur scène, pendant très longtemps, c'était très frustrant de me sentir perdre mes moyens sur scène. Je sentais que j'avais mes jambes qui devenaient coton, les mains moites, et puis surtout cette frustration de dire en salle je me suis sentie trop bien et là je suis sur scène et j'ai l'impression que je perds mes moyens à cause du stress, alors que finalement ces techniques là elles permettent de mieux se comprendre et d'avoir des outils pour gérer aussi son stress. Donc ça veut dire gérer son stress, ça veut dire assurer sa performance. Totalement. Donc moi ça m'a aidé avec le temps sur scène, mais finalement dans ma vie de tous les jours, en fait plus je viens à me connaître et moins je suis impactée par des pics de stress et de symptômes comme ça qui peuvent venir te paralyser. Et puis dans une performance physique, je veux dire, quel danseur s'est pas retrouvé les jambes coton, a l'impression de perdre ses moyens, l'impression de devoir aller aux toilettes avant de danser, ou d'avoir les jambes coupées. Donc en réalité, il y a vraiment des choses à mettre en place pour reprendre possession de son corps. Et puis du coup, si on sent qu'on n'est pas déstabilisé, c'est au service de notre danse. Complètement. Tu vois, j'ai enregistré un épisode avec une préparatrice mentale. Moi-même j'ai fait un suivi avec cette coach en préparation mentale et ça me fait penser à beaucoup de choses de ce que tu dis, ça me rappelle des choses sur la connaissance de soi, comment gérer son stress pour éviter justement d'avoir ses jambes coupées, etc. Et du coup grâce au podcast justement, j'ai l'impression que finalement pour gérer son stress on peut l'approcher par différents moyens. Bien sûr. La préparation mentale, oui, c'est un outil. La visualisation, la méditation, la respiration, etc. Mais finalement, ce que tu fais, ça influe tellement en fait sur la présence du danseur sur scène, la manière dont il va gérer en fait le moment sur scène. Donc c'est hyper intéressant, je trouve. En fait, quand tu mets en place ces outils-là, revenir dans ton corps physique, après, moi je sais que sur scène ou dans une compétition, mais sur scène principalement, souvent t'es déstabilisé parce que t'arrives, t'as eu tes repères dans la salle et puis tout d'un coup t'es sur scène et puis il y a ce vide. Et ce vide-là, il déstabilise beaucoup le corps. Et comment énergétiquement tu viens te connecter au lieu. Ça c'est magique. Mais fait, comment tu te connectes si, imaginons la personne n'a pas eu de répétition sur scène avant?
Alors c'est pour ça que les répétitions sur scène sont importantes. Oui, et totalement. Et c'est pour ça qu'on le fait. Et qu'on le fait la semaine avant. Par exemple, tu vois, ça m'est arrivé en compétition. C'est rare, mais ça m'est arrivé de ne pas avoir la possibilité de marquer une fois sur scène. Du coup, de ne pas avoir mes repères et de dealer avec ça à l'instant T pendant les 2 minutes de chorégraphie que j'ai sur scène. Tu vas le faire. Oui. Mais si tu avais eu la possibilité de le faire avant, t'aurais géré autrement. Ouais. Moi, je sais qu'il y a un truc que je faisais un peu de psychopathe, faut dire. Quand j'étais petite, je disais, quand j'avais les spectacles de danse de l'école, je voulais être la première sur le lieu. Et en fait, finalement, c'est de l'ordre on parle d'énergie, hein. En fait, qu'est-ce que je voulais ? Je voulais m'approprier le lieu. Ouais. C'est comme si je voulais créer un lien. Je voulais créer un lien entre le lieu et moi, en me disant, ça va me porter. Mais en fait, quand j'y pense maintenant, c'est totalement de l'ordre de l'énergétique. Je veux dire, c'est se connecter à l'énergie du lieu. Je veux dire, personne m'a appris à faire ça. C'est rigolo. C'est fou. Donc ça fait partie. Donc, si tu le fais pas, tu vas te démerder. Ah bah oui. Je veux dire, si t'arrives, t'as pas pris tes repères sur scène, bah tu vas te démerder. Par contre, si tu le fais, tu vas sentir une réelle différence. Pas juste de marquer ta chorégraphie dans l'espace, mais ça veut dire t'approprier le lieu, ça veut dire comment tu vas, de tout ce vide, comment tu vas le sentir que tu le remplis, et comment ça va te sécuriser. Tu vois ? Mais du coup, tout ça, t'en parles dans tes cours ? J'essaie, pour justement les examens de fin d'année, s'il y a des examens au conservatoire, je sais pas, ou les spectacles de fin d'année. Pas encore autant que je voudrais, mais je l'aborde. J'essaie de donner des petites clés comme ça pour aider. Et justement, si on parle de tes cours, il y a un cours que tu as développé qui s'appelle Feel Good. Déjà, pourquoi ce nom ? Pourquoi tu as créé ce cours ? Et qu'est-ce que tu as envie de transmettre dans ce cours ? Est-ce que d'ailleurs c'est destiné aux danseurs ? Pas du tout. Tout le monde peut venir à ton cours ? Absolument tout le monde. C'est pas du tout un cours que j'ai créé. C'est un cours qui s'est développé par la force des choses. En fait, à la base, c'était un cours de barater, donc au studio des bains. Et puis, dans ce cours de barater, barater, il y a différentes manières de l'aborder, mais principalement, c'est du renforcement musculaire quand même et de l'assouplissement. Et puis, à travers mes pratiques, j'ai commencé à nourrir ce cours-là avec de la respiration, un peu de visualisation. En fait, j'ai commencé à mettre 2-3 petites choses par là qui sortaient un peu du contexte de la barater. Et je voyais comment les gens réagissaient. Ok, ils prennent. La fois d'après, ok, je réessaye. Ok, ça fonctionne. Et puis petit à petit, c'était plus de la barater. C'est-à-dire que comme je voyais que les gens étaient réceptifs à ce que je proposais, donc c'était quoi ? Donc des étirements, toujours il y a des étirements, mais des étirements doux, mais c'était surtout des pratiques somatiques, donc qui visent à calmer le système nerveux, de l'automassage justement, de la respiration, et puis ça, parfois quand on le fait en tant que professeur de danse, parfois on pense qu'on perd son temps dans le cours quand on va faire des étirements ou dire quel professeur prend le temps de faire un exercice de respiration. Personne. Par contre, après on dit aux danseurs respirez. C'est vrai. Tu vois. Complètement. Donc je voyais que les gens mordaient à l'hameçon, et à un moment donné je suis allée voir Alain, le directeur de l'école, en lui disant écoute, c'est plus une barater quoi. Le cours s'est transformé. Le cours s'est transformé. Par contre, il a le retour des gens qui sont hyper satisfaits, qui sortent chaque fois en se sentant bien apaisés, avec de nouveau de l'énergie. Et puis, justement, on s'est posé la question de comment nommer ce cours. À un moment donné, j'avais proposé Emotion, énergie en mouvement. Et puis, il m'a dit que ça faisait peut-être un peu trop, pas sophistiqué, mais que peut-être ça comprendrait peut-être pas. Les gens, et ça parlerait pas tout de suite aux gens. Et puis, et en fait, c'est venu Feel Good parce que quand on demande aux gens un peu leur retour sur leur cours, chaque fois ils disent, quand on sort, on se sent trop bien. Ah, mais on se sent bien. Et puis du coup, c'est sorti ce Feel Good. Complètement, on s'est dit pourquoi pas, peut-être ça, comment dire,
sous un aspect un peu commercial, on s'est dit, finalement, ça correspond clairement mieux de toute façon que barre à terre, parce que c'est plus le cas. Et donc, petit à petit, je nourris vraiment mon cours de tout ce que j'ai envie d'amener aux gens, de tous ces outils. Et puis, pourquoi ça fonctionne? Parce que les gens sont dans le ressenti. Ils sentent tout de suite que ça leur fait du bien. Donc, du coup, ils en redemandent. Et puis, c'est surtout un cours où on ralentit. Et il n'y a pas beaucoup... encore une fois, le retour des élèves, c'est que il n'y a pas beaucoup de cours qui proposent de ralentir, de venir s'écouter et de pas être dans une performance, parce que même quand on va faire des cours parfois de yoga, etc., on reste dans une espèce de performance, même si c'est pas du tout ce que la discipline inculque, attention, mais c'est ce qu'on en fait. Et parce que les gens sortent différemment qu'ils sont arrivés, je me dis ok, donc ça prend sens. Totalement, surtout à Genève, où c'est une ville qui ne dort jamais. Les gens recherchent beaucoup la performance avec leur travail, etc. C'est clair que ça doit faire beaucoup, beaucoup de bien. Est-ce que tu les sensibilises à l'écoute de soi, mais en dehors même de ton cours? Ah oui. De comment finalement on peut amener de la conscience, même si on est en train de manger, même si on est en train de faire ses courses, d'essayer de ralentir même dans ces moments-là. Ah mais j'en parle tout le temps, parce que évidemment que le cours, dans mon cours on est beaucoup dans la répétition. D'abord, parce que c'est dans la répétition qu'on trouve la sécurité, mais c'est aussi, je leur dis toujours, moi j'aimerais que ce que vous apprenez là avec moi, vous soyez capable de rentrer et avoir envie de le faire, de ressentir le besoin de le faire, parce que ça vous a fait du bien. Les automassages, moi je les encourage à faire ça quotidiennement. J'ai toujours les petites balles à picot pour masser les pieds. Des fois on commence avec ça, ou on finit avec ça, mais je leur dis, achetez-vous cette petite balle, ça coûte 8 francs, et puis vous massez les pieds tous les jours. En vous levant après la douche, ou quand vous êtes fatigué, le soir vous rentrez, vous avez plus de force, vous venez juste vous masser un peu les pieds, vous allez voir, c'est quelques minutes qui vont vous détendre. Et puis après, cette respiration-là, j'essaie toujours de faire écho avec des situations dans le quotidien. Et comment on vient impacter le quotidien, comment ce qu'on apprend dans le cours vient impacter le quotidien, parce que faire cette démarche, déjà venir prendre un cours, c'est un premier pas, mais j'ai envie d'amener cette conscience-là partout, tout le temps, au quotidien en fait. Et puis ça a été une de mes grandes démarches avant de devenir maman. Je prenais vraiment ce temps de méditation. J'avais parfois 1 heure, 1 heure et demie, des fois j'avais pas besoin de regarder l'heure, et je me disais, je prenais mon tapis et je faisais mes pratiques, et voilà. Et puis je suis devenue maman, et là j'avais plus je trouvais plus mon temps sur mon tapis, et je me suis dit, donc au début j'étais pas bien, je me disais, mais voilà, si je peux pas faire ça, comment je vais me ressourcer? Je suis pas bien, je sens en plus avec les rythmes au début j'étais fatiguée, et je me disais, mais je n'arrive pas à me trouver ce temps là. Et puis justement, petit à petit, je me suis dit, le challenge, ça a été de se dire, comment je vais... quels outils je vais mettre en place, mais dans mon quotidien, quand j'ai pas le temps, quand j'ai pas 1 heure devant moi, que j'ai pas mon tapis, ma bougie, mes petites pierres, tout ça. Si on peut le faire, c'est bien. Mais si on n'a pas ce temps-là et ce matériel-là, est-ce que je peux le faire? Oui. Et ça a été vraiment... c'est pareil, c'était ce besoin de me reconnecter, de me dire, mais c'est pas possible, je dois trouver un moyen de me reconnecter à moi sans avoir forcément le temps, encore une fois, de me mettre pendant 1 heure sur mon tapis. Au début, quand j'avais 1 demi-heure, je me disais, 1 demi-heure. Mais en dessous d'1 demi-heure, j'acceptais pas. Je me disais, non, mais j'ai 10 minutes, ça me sert à rien. Mais aujourd'hui, si j'ai 10 minutes, mais je prends. Et au contraire, c'est non seulement un petit peu chaque jour, 2 minutes, 3 minutes, mais finalement, c'est amener cette conscience-là quand je mange.
typiquement. Oui, ouais. Peut-être j'ai pas le temps de me poser sur mon tapis pour méditer, mais par contre, tous les jours, on mange. Oui. Voilà. Et on peut faire le choix d'être coupé un peu de son téléphone le temps de voilà. Exactement. J'aurais pas le temps de faire ma pratique de méditation, mais par contre, je vais être obligée de me poser et de manger. Et comment je vais manger? Comment je peux amener cette conscience-là en mangeant? Comment, peut-être en préparant mon repas? Peut-être le temps d'un trajet. Est-ce qu'au lieu de scroller sur mon téléphone, je peux juste accepter de laisser mes idées vagabonder et enfin, tu vois. Donc ça, c'était un vrai challenge. C'est toujours, mais donc oui. Oui, il n'y a rien d'acquis. Il y a rien d'acquis, mais c'est intéressant de... En fait, encore une fois, c'est bien d'être dans la salle, dans le contexte, c'est super. Mais aller chercher ces outils-là quand on n'a pas le temps, quand on n'est pas bien, en fait c'est à ce moment-là qu'il faut aller puiser ses ressources en fait. Et tu parles de respiration, mais tu vois, j'en discutais pas plus tard que hier ou avant-hier avec mon frère. Je le sentais un peu, tu vois, stressé, etc. parce qu'il avait des maux de dents. Et je lui disais, va faire de la cohérence cardiaque. Juste, tu mets la main sur le ventre, tu respires. Tu prends des profondes inspirations, profondes expirations. Aide-toi si besoin d'un support audio. Je vais envoyer un support audio sur YouTube. Et en fait, ce sont des choses tellement simples, mais la plupart des personnes, enfin beaucoup de personnes, n'y pensent pas. Et c'est à nous finalement on est un peu l'intermédiaire pour leur faire passer ces petits messages de il existe ces techniques assez simples qui peuvent calmer ton système nerveux et éliminer quelques tensions, quoi. Oui, c'est ça. Et puis surtout, c'est toujours l'intention qui compte. Parce que si je me dis je vais me faire mon exercice de respiration, mais je reste dans le stress, en fait c'est vraiment s'accorder de ralentir, se poser la question de comment je me sens, et encore une fois, si j'ai juste 2 minutes devant moi, et je prends ces 2 minutes pour respirer en conscience, et puis ça va vraiment impacter beaucoup plus qu'on pense, mais ça faut l'expérimenter pour y revenir, mais on y revient parce que on ressent que ça fait on sent que ça fait du bien. Et toi sur Genève, justement cette ville qui est tout le temps en mouvement, ça te fatigue? T'arrives à t'isoler justement, enfin voilà, dans les moments où pour le coup t'as plus de temps, peut-être en week-end ou d'autres moments, est-ce que c'est la nature, partir un peu dans la nature ou proche du lac qui va te ressourcer? C'est quoi tes moi déjà, pour avoir vécu 18 ans à Paris, je peux te dire que Genève, ça me semble bien calme. C'est vrai. Mais ça reste une ville, c'est vrai. Alors oui, m'isoler, clairement, ça c'est la première chose, c'est m'isoler, ralentir, et puis après, dans la mesure du possible, retourner dans la nature. C'est évident, mais si j'ai pas l'occasion d'aller dans la nature, déjà le fait de m'isoler, ça me permet de... En fait, cet isolement choisi, c'est pas de la solitude, c'est de la vraie présence. Et quand tu rentres dans la vraie présence, tu commences à t'écouter, à ressentir, être capable de dire ok, comment je me sens, et puis venir te ressourcer finalement, mettre tes sens au repos. Et puis oui, alors si c'est en contact de la nature, évidemment, moi je le conseille toujours. Mais tu vois, si on revient à la danse, quand on est danseur en filière pré-professionnelle ou quoi, on est tout le temps avec des gens. On a les cours qui s'enchaînent dans la journée et je me rends compte en fait avec le recul qu'on n'avait jamais de temps pour vraiment juste revenir à soi. À la limite, avant que le cours réellement commence. La période d'échauffement, mais quand même, la période d'échauffement, il y a toujours quand même de l'échange avec les autres, etc. Mais je me rends compte, mine de rien, que pas qu'on malmenait, c'est bien que un petit peu, mais on demandait beaucoup. On demandait beaucoup à notre corps, d'être tout le temps au taquet, quoi. On demande beaucoup, et puis tu disais à quel moment on se reconnecte à soi. Ça, c'est quelque chose dont je parle à mes élèves, c'est que c'est quelques minutes avant le cours qui sont primordiales, où on est en train de parler avec les autres. Moi, je sais que quand j'étais en cours, j'allais direct me mettre dans un coin, genre, viens pas me parler, laisse-moi tranquille, parce que j'avais vraiment besoin de... Déjà, la première chose, c'est que quand je rentre dans un studio, je me couche par terre. C'est la première chose, je me couche. Et puis je me mets dans un coin, vraiment, je fais comprendre...
ne vient pas me déranger, tu vois. Ouais. Et puis, c'est vraiment, c'est quelques secondes pour venir relâcher, respirer, quelques secondes importantes, et ça, c'est quelque chose que j'en parle beaucoup dans mes cours, parce que je les vois parler entre elles, et je dis, mais c'est quelques minutes ou quelques secondes, mais prenez-les, parce que c'est une manière, vous êtes déjà, le cours a déjà commencé, et vous retrouvez, être capable de vous dire, là, comment je me sens avant de démarrer le cours, et le cours commence, bim, mais je me suis reconnectée à moi-même. Je suis pas en pilotage automatique, entre guillemets. Si on parle un peu du repos, de la place du repos, justement, comment tu invites, justement, tes danseurs à optimiser leur récupération? Pour moi, le meilleur repos, c'est mettre tous ses sens au repos. Donc ça veut dire pas de musique, pas de son, peu de lumière, pas de compagnie. Alors, dans l'idéal, mais quand on est vraiment, vraiment fatigué, si le corps on sent qu'on est exténué, la méthode la plus rapide, c'est vraiment faire un reset, de mettre ses sens au repos. Mais après, il y a différentes manières de se mettre au repos. On peut faire des bains. Moi, je conseille toujours les bains de sel. Alors que ce soit le bain ou juste les bains de pied. Mais les bains chauds avec du gros sel pour venir le fameux sel d'Epsom oui, sel d'Epsom ou gros sel de cuisine. Voilà, de cuisine, ça va très bien. Et pourquoi? Parce que le sel attire les toxines. Ah, on parle aussi, il me semble, de le sel comment on appelle ça, le sel rose de l'Himalaya, il me semble. Lui aussi assez. En fait, le sel de manière générale a cette vertu-là. Voilà. Ok. Le gros sel. Et puis donc bien sûr, je peux aller me détendre, utiliser l'eau pour aider le corps à relâcher, mais c'est vraiment éviter toute stimulation en fait. Et puis quelque part, quand on prend un bain, on reprend contact avec l'eau. Donc c'est un élément, c'est reprendre contact avec la nature finalement. Tu dois aimer, je pense, la flottaison, non? T'as déjà testé? La flottaison, j'ai jamais essayé. J'ai déjà vu ces grosses capsules. J'ai pas encore eu la possibilité, mais je vais tester ça. C'est vraiment génial. Pour en faire de temps en temps, c'est très agréable. C'est une méditation finalement. Et puis tu te laisses vraiment flotter. C'est très agréable. C'est à faire. On m'a conseillé. J'ai quelques amis qui ont testé et qui m'ont dit que c'était super. Ah oui. Mais après, oui, une dernière petite parenthèse. C'est le ressourcement, il est important aussi pour moi à travers la nature. Ça veut dire que oui, mettre les sens au repos, mais aller reprendre contact avec la nature. Alors marcher pieds nus, ça c'est l'idéal. Reprendre contact avec la terre. Bon, si le temps le permet pas, mais déjà partir dans la forêt. S'exposer à la lumière naturelle, tout ça c'est des choses qui rechargent le corps, et pas oublier que dans la nature il y a tout ce qu'il faut pour nous recharger. Donc c'est vrai que je prône la solitude, mais je prône aussi ce retour à la source qu'est la nature, et qui nous offre tout ce qu'il faut pour nous recharger en fait. Ça me fait penser à un parcours, c'est en France voisine. Comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Mais c'est un parcours que tu peux faire avec les enfants, justement. En fait, c'est une ferme de base, je crois, qui aussi a créé ce parcours dans la forêt, pieds nus. Et du coup, tu alternes vraiment des passages avec de la boue, d'autres avec de l'eau froide, une rivière, Donc t'as différentes sensations, en fait. C'est très agréable. Vraiment, c'est génial. C'est un truc à faire quand on a des enfants, ou pas. Quand on n'a pas d'enfants aussi, ça fonctionne très bien. Mais par exemple, un truc tout bête, je dis aux gens, quand vous êtes dehors par exemple, et qu'il y a un rayon de soleil qui se présente, enlevez vos lunettes de soleil. Ah ouais. Parce qu'on a besoin d'absorber le soleil à travers notre rétine. Donc évidemment, je parle pas du soleil tapant, regarder le soleil directement avec les yeux, encore que ça c'est une vraie méthode de méditation qui existe, mais viens au contact du soleil sur ta peau, lève les manches, laisse le soleil, les rayons du soleil te toucher.
tu vois, si t'es à l'arrêt de bus, et ben profites-en. Tu vois, avoir la conscience que ces quelques rayons qui sont en train de toucher ta peau, c'est en train de te donner de l'énergie en fait. C'est vrai qu'on a le réflexe de directement porter nos lunettes de soleil pour se protéger en pensant bien faire. Effectivement, on fait bien, mais c'est bien aussi. Oui, mais quand le soleil est doux, que tu le regardes pas droit, direct, et ben en fait on a besoin d'absorber le soleil par nos yeux. Et donc c'est plein de petites choses comme ça. Voilà. Quand on disait au quotidien, oui, je peux attendre mon bus et puis au lieu d'avoir les lunettes de soleil et scroller sur le téléphone, je peux juste me poser, enlever mes lunettes et puis en fait je suis en train de changer la donne, quoi. Ouais, totalement. Vivement qu'il y ait du soleil. Là, il n'y en a plus en ce moment sur Genève. Bon, on dit les rayons, même quand il y a les nuages, le soleil est toujours là. Tout à fait. La lumière naturelle, en fait. Oui, c'est important d'en bénéficier. Je suis totalement d'accord. On a parlé du Reiki et du Lao-Chi. Ces techniques-là qui visent pas justement à masser le corps. Tu es au contact de la peau, mais c'est pas la même chose qu'un massage. Et tu es aussi masseuse. Comment tu abordes justement les massages avec les danseurs ? Est-ce que tu ressens justement comment le corps a besoin de se relâcher ? Est-ce que le corps te parle justement ? Ce qui est drôle, c'est que souvent quand les danseurs viennent vers moi, ils me demandent un massage sportif parce qu'ils pensent que le nom du massage les définit. Et en fait, parfois, ils ont juste vraiment besoin d'un massage relaxant ou d'un massage détente. Alors, il peut y avoir parfois la demande si c'est pour une préparation, une récupération, un événement ou une compétition, mais alors que ce soit avec les danseurs ou pas, mais je fais toujours une anamnèse d'abord où j'échange avec la personne pour savoir comment elle dort, comment ça va en ce moment, comment physiquement, est-ce qu'il y a des choses qui se manifestent, etc. Et puis, donc il y a ce que la personne me dit à travers les mots, et puis il y a déjà ce que je perçois au-delà des mots, juste ne serait-ce que dans l'échange. Ça c'est la première chose. Ce que je perçois, par exemple, si on me parle d'un événement, et je perçois comment cette personne est en train de réagir en me parlant de ça. Donc je vois si émotionnellement elle est touchée ou pas, par exemple. Donc c'est des choses que je fais instinctivement, je dirais. Mais c'est une première lecture, en fait. J'écoute, bien sûr, mais j'ai cette deuxième écoute de lire le corps déjà quand la personne s'exprime à travers les mots. Et puis après, ce que j'explique, c'est que moi, je suis pas du tout protocolaire. Donc, chaque massage, chaque soin, c'est différent dans le sens que le ressenti sera toujours différent. Donc, il y a la demande de la personne, le jour J, j'ai mal là, et tu en tiens compte, bien sûr, et j'en tiens compte. Mais par contre, au moment où je vais masser, il y a le corps qui va me parler ou il y a des endroits qui vont m'attirer. Et c'est pour ça que c'est important ce temps d'échange avant et c'est important pour moi le temps d'échange après aussi parce que je vais pouvoir, en fonction de ce que j'ai senti et de comment j'ai travaillé le corps, faire un retour à la personne et puis la personne me fait un retour. Et puis parfois ils sont bluffés parce qu'ils ont des ressentis qu'ils s'attendaient pas, ou alors ils partent ou ils partent dans des sortes de, des fois des méditations, ou des fois ils me disent mais j'ai voyagé, donc cet échange là il est important. Mais en tout cas dans ma démarche, oui, je suis sur du massage intuitif, si je peux dire, quand bien même je prends toujours en considération évidemment la demande de la personne, mais c'est ce que j'adore aussi. C'est pour ça que c'est jamais deux fois pareil, même si la personne vient pour un massage relaxant, ce sera toujours différent. Mais c'est ce que j'aime en fait. Mais c'est vrai que moi-même, c'est un peu ce que je demande parfois, c'est j'ai besoin d'un massage sportif, parce qu'on fait allusion en fait que le massage sportif est égal à un massage profond. Et c'est vrai que quand on est danseur, on se dit massage relaxant, on va s'ennuyer, et puis notre corps il a besoin de plus, mais en fait on fait erreur, on a un peu tort. Et les massages intuitifs, j'ai l'impression aussi que c'est quelque chose qui commence, je sais pas, mais c'est mon impression, ça se développe beaucoup, de plus en plus on en voit, alors que il existe toujours des salons où tu te fais masser, t'as choisi massage d'eau, ça sera massage d'eau, très protocolaire. Mais c'est très intéressant. Et est-ce que les danseurs, tu crois, ont cette sensibilité là, et du coup
une fois qu'ils auront testé le massage intuitif, ils vont y revenir et ils vont oublier ces protocoles, comme tu dis, les massages protocolaires qu'on retrouve beaucoup. Il y a deux choses. D'abord, intuitif, ça veut pas dire que c'est pas profond comme massage. Mais au contraire. Oui. Un massage profond, c'est pas un massage qui fait mal. Ouais. On peut faire mal à quelqu'un et la personne va être contente parce qu'elle a senti son corps et puis c'était pas un massage profond. Donc voilà, la profondeur, elle vient encore une fois de l'intention et puis comment on va aller travailler les tissus, les fascias, etc. C'est sûr que souvent ce qui revient et ce que les gens ressentent quand ils viennent à mes soins, c'est qu'ils sentent bien l'investissement, en fait. Ouais. Ça veut dire ils ont été dans un institut où la personne a fait un massage protocolaire de A à Z, et puis ils arrivent dans mon cabinet, et puis il y a déjà la prise en charge, parce que il y a le massage, mais la manière d'être pris en charge, l'échange, ça fait partie du soin. Ouais. Il y a déjà quelque chose qui se passe à ce moment-là. En tout cas, moi, je fais ce lien-là entre la danse et le massage, de même que je me connecte. C'est toujours, avant la performance, je suis déjà dans la performance. Et ben en fait, je me rends compte que quand je donne des massages, j'ai cette même manière de procéder. Je sais, tel jour, j'ai telle personne. C'est comme si je me connecte à cette personne, je me connecte au soin avant que le soin commence, avant que la personne arrive au cabinet. Donc ça, la personne, elle le ressent. Et puis... quand le soin est sur mesure, adapté au moment, bien sûr que les gens sentent la différence. Alors ça ne veut pas dire que s'ils ne se retrouvent pas dans un institut, ils ne vont pas se refaire masser, mais par contre, ils ont senti la différence. Et du coup, ces massages, est-ce que dans le cadre du Conservatoire populaire de Genève ou dans d'autres écoles, quelle est sa place au massage? Est-ce que c'est facile pour les danseurs d'aller peut-être sur leur temps de pause, se faire masser quand ils sont au conservatoire ou ailleurs? Alors ça, c'est un peu ma démarche. C'est même carrément ma démarche et ce que j'ai envie d'instaurer dans un futur proche, je l'espère. C'est de pouvoir offrir aux danseurs et en particulier déjà dans les écoles de danse la possibilité aux enfants, aux élèves de se faire masser. J'ai envie d'instaurer ça dans les écoles de danse. Alors c'est vrai que dans certains ballets juniors, parfois ils ont un physio qui les accompagne, encore que pas toujours forcément un danseur. Au Grand Théâtre de Genève, ils ont des danseurs qui les suivent, des physios. Mais voilà. Mais par contre, dans les écoles de danse, pas du tout. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de mettre en place, la possibilité de recevoir un soin. Et puis cet atelier Feel Good, justement, je l'avais proposé il y a 2 ans en stage au conservatoire et les élèves avaient beaucoup aimé de recevoir tous ces outils qui peuvent leur servir avant le cours, après le cours. Et voilà, donc ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment pouvoir instaurer, même si mes pratiques visent tout le monde. J'ai vraiment envie de pouvoir amener ça dans les écoles de danse et surtout aux plus jeunes et plus vite. Et plus vite tu l'instaures, mieux c'est pour leur parcours de danseur, c'est sûr. On me dit souvent mais tu masses les enfants. Il y a des personnes qui sont étonnées que je masse des enfants, enfin que les enfants puissent se faire masser. Mais en fait il n'y a pas d'âge pour être massé, on peut masser un nouveau-né. Donc, et de plus en plus ça se fait. Et de plus en plus on en entend parler et tant mieux. Mais c'est ça, c'est d'offrir cette conscience-là du bien-être du massage. En fait, je dirais, c'est ça, si je peux donner un conseil, c'est prenez soin de vous parce que personne d'autre le fera, et prenez soin de votre santé physique, mentale et énergétique, parce qu'on accorde beaucoup d'importance. On se lave, enfin je veux dire physiquement, on a notre routine, mais quelle est notre routine de nettoyage énergétique? Quelle est notre routine de santé mentale? En fait, c'est tellement important, mais c'est important même quand on n'est pas danseur. Mais oui, j'ai envie d'amener cette conscience-là aux danseurs, parce que je trouve que dans mon parcours de danseuse, il y a plein de choses que j'aurais pu vivre différemment et mieux pour
pour vivre certaines choses, mais quelque part, voilà, c'est mon parcours et puis c'est ce qui m'a amené à cette introspection, mais voilà. Mais totalement, et c'est totalement en fait finalement le thème du podcast, hein. C'est souvent quand on me demande mais de quoi il parle ton podcast, et je dis souvent cette phrase, c'est un podcast qui fait le lien entre la danse, le bien-être et la performance sur le long terme. Donc tu es la personne qui réunit tout ça, c'est trop bien. On arrive sur la fin. Est-ce que tu as des ressources ou des ressources comme des livres ou des audios, enfin des choses que tu aimerais justement partager? Alors il y a, j'irais différentes personnes vers qui je peux orienter danseurs ou pas danseurs. Des livres, j'en ai lu tellement. Je crois que pour les livres, enfin, d'une manière générale, il faut être curieux, parce que quand on cherche, on trouve. Donc, évidemment, c'est toujours bien d'avoir des recommandations. Des références, ouais. Mais tu parlais de livres, je trouve tellement... Moi, j'adore lire. Et j'inciterais aussi beaucoup les jeunes de continuer à lire, peu importe, d'être curieux, de lire de tout. Et est-ce que je peux orienter vers des personnes? Oui, je pourrais te partager ça, bien sûr. des liens à côté, mais bien sûr, oui. Moi-même, comment dire, dans ma routine bien-être, je suis entourée de thérapeutes. Je suis coachée, j'ai mon thérapeute énergétique, je me fais masser, donc j'ai mes plans à moi. Bien sûr, oui. Aussi, donc oui, j'ai des personnes... Mais ça montre aussi, tu vois, l'importance de s'entourer. Souvent, on a l'impression qu'on est mieux servi que par soi-même. Mais non, c'est bien aussi de se faire épauler, d'être entouré d'autres thérapeutes, quoi. C'est hyper important. Surtout quand soi-même, on délivre déjà des choses pour le bien-être des gens, quoi. Trouver l'équilibre entre les moments où on prend soin de soi et puis savourer aussi d'être accompagné, en fait. Mais c'est pas facile, justement, de se laisser du temps pour ça. Moi, j'en fais un peu les frais, tu vois, avec ma blessure actuelle. C'est-à-dire que avec mes cours de pilates, de danse, oui, je donne beaucoup, mais est-ce que j'ai pris le temps aussi d'accueillir des choses pour moi-même, tu vois, pour ma propre santé? Mais bon, ça, après, c'est le chemin de la vie qui fait qu'on prend conscience et qu'on tire des leçons de nos bobos, quoi. Et que dans notre hygiène de vie, ce temps pour nous, il est important, et encore plus quand on est dans l'enseignement, dans des pratiques physiques, parce que on souhaite que le corps puisse perdurer longtemps. Exactement. Trop bien. On en a beaucoup parlé, mais c'est une question que j'aime poser maintenant à la fin de mes enregistrements, c'est: selon toi, qu'est-ce qui fait un danseur sur le long terme? On a eu plein d'éléments de réponse pendant l'enregistrement, mais si je devais quand même te la poser, cette question, comment tu répondrais à cette question? C'est la passion. Écoutez l'épisode. Non, mais c'est comment dire, moi j'étais pas la meilleure des danseuses, mais je savais que je voulais danser. Et je sais que la danse fera toujours partie de ma vie. Maintenant que je me suis lancée dans le massage, on me dit souvent: mais tu vas continuer d'être prof de danse. Mais la danse fera toujours partie de ma vie, ça fait partie de moi. Donc, par contre, oui, pour perdurer, il faut encore une fois prendre soin de son corps. Donc il y a l'envie, parce que c'est une envie, c'est un besoin viscéral de danser, de pouvoir s'exprimer. Et puis ensuite, c'est justement prendre soin de soi, puisque notre outil, c'est notre corps. Mais qu'est-ce qui fait qu'on tient à long terme? C'est prendre soin de soi. Personne d'autre le fera à ta place. Ouais, totalement. Et merci beaucoup, Licia, pour cet échange. C'était vraiment intéressant et je pense que ça aurait intéressé beaucoup d'auditeurs. Merci à toi. Merci. Ciao, ciao. Voilà, l'épisode est terminé. Je te remercie pour ton écoute. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à le liker, à laisser un commentaire et à le partager. Ça me fera très plaisir.